Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éducation et philosophie. Éducation et philosophie. Collection dirigée par Bernard Jolibert et Jean Lombard. Éducation et philosophie accueille les études et les textes philosophiques qui traitent des problèmes généraux de la formation des hommes et qui visent à élucider les conditions et les démarches de l'action éducative. Déjà paru. Jean Lombard Bergson, Création et éducation, 1997. Bernard Jolibert L'éducation d'une émotion trac, timidité, intimidation dans la littérature, 1997. Rollin Discours préliminaire du traité des études, introduction et notes de Jean Lombard, 1998. Claude Fleury Traité du choix et de la méthode des études, introduction de Bernard Jolibert, 1998. Jean Lombard Études réunies et présentées par Philosophie de l'éducation, Questions d'aujourd'hui, l'école et la cité, 1999. Bruno Barthelmé Une philosophie de l'éducation pour l'école d'aujourd'hui, 1999. Gérard Guillot Quelle valeur pour l'école du XXIe siècle, 2000. Jean Lombard Études réunies et présentées par L'école et les savoirs, 2001. Bernard Van de Valkant Éducation et critique, 2001. Yves Lorvellec Éducation et culture, 2002. Jean Lombard Études réunies et présentées par L'école et l'autorité, 2003. Jean Lombard Hannah Arendt, Éducation et modernité, 2003. Bernard Jolibert Auguste Comte, L'éducation positive, 2004. Jean Lombard L'école et les sciences, 2005. Sylvain Maréchal Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes, 2007. Jean Lombard Études présentées par L'école et la philosophie, 2007. Anne-Marie Drouinhans Relativisme et éducation, 2008. Bernard Jolibert Montaigne, L'éducation humaniste, 2009. Jean-Louis Vivès L'éducation de la femme chrétienne, 2010. Jean-Louis Vivès Les devoirs du mari, 2011. Michel Soetard Méthode et philosophie, 2012. Bernard Jolibert De l'usage des mots en isme en philosophie, 2014. Jean Lombard, La démarche et le territoire de la philosophie, 2014. Introduction. Tes vrais éducateurs, ceux qui te formeront, te révéleront ce qui est vraiment le sens originel et la substance fondamentale de ton essence, ce qui résiste absolument à toute éducation et à toute formation, quelque chose en tout cas d'accès difficile comme un faisceau lié et rigide. Tes éducateurs ne peuvent être autre chose que tes libérateurs. Friedrich Nietzsche, Schopenhauer éducateur. L'éducation se distingue du fait d'apprendre. Hannah Arendt, La crise de l'éducation. La notion d'éducation est au centre de la réflexion nietzschéenne. Le penseur connaît bien l'institution d'éducation allemande. C'est au contact de l'enseignement néo-humaniste, dont la philologie classique et son étude des langues et des textes de l'Antiquité grecque et latine est la pierre de voûte, que sa pensée de l'éducation se forme dès ses plus jeunes années. En effet, de 1858 à 1876, Nietzsche est élève, puis étudiant, et enfin professeur. Or la réflexion qu'il porte sur l'institution est éminemment critique. Quelques mois avant d'être professeur, en octobre 1868, il adresse une lettre à son ami Paul de Seine, dans laquelle la matière qu'il va enseigner, la philologie classique, se trouve qualifiée d'avorton, né d'un idiot ou d'un crétin. À la veille d'entrer en fonction à l'université de Bâle, il parle de sa discipline avec mépris, déclarant être sur le point de l'envoyer à sa vraie place parmi les ustensiles domestiques de grand-papa. Sa nomination est loin de susciter son enthousiasme. Voici que ce diable de destin m'appâte avec une chair. Le dédain de Nietzsche s'applique à l'institution dans son ensemble, toute discipline confondue. En 1871, alors qu'il est professeur de philologie, il postule pour une chaire de philosophie, mais il est toujours aussi méprisant. Avant même d'apprendre que sa demande n'a pas abouti, il montre dans une lettre à son ami Erwin Rohde, datée du 8 février 1871, son peu d'estime pour cette fonction qu'il aurait réduit à être un philosophe universitaire, reprenant là l'expression de Schopenhauer. La philologie, la philosophie, l'éducation dans son ensemble, telles qu'elles sont pratiquées par l'institution à son époque, ne peuvent permettre aux individus de réaliser leur potentiel. Ainsi,
Dès 1858, presque depuis ses premières expériences de l'école, jusqu'en 1876, date à laquelle, à l'âge de 32 ans, il s'éloigne de l'enseignement, Nietzsche se livre dans ses écrits à une critique de l'éducation. Cependant, sa réflexion est loin d'être négative. S'il veut détruire, c'est pour mieux reconstruire. Il essaie pendant cette période de définir de nouveaux objectifs, de nouvelles méthodes, au service d'un idéal exaltant, la réalisation d'individus hors du commun œuvrant pour le renouveau de la culture allemande. Avec l'enthousiasme des jeunes années, avec aussi parfois le découragement devant la difficulté de la tâche, il s'efforce de cerner la notion qui restera toute sa vie au cœur de sa réflexion, celle d'éducation. La notion d'éducation est en effet complexe et très vaste. En allemand, l'usage de différents mots pour la désigner témoigne de la richesse du concept. Les termes utilisés par Nietzsche dans sa réflexion sur l'éducation évoluent selon les différentes phases de sa pensée. Dans la première étape, qui correspond à ses écrits de jeunesse rédigés de 1858 à 1876, l'éducation est principalement désignée par l'Erziehung et la Bildung. Dans le discours de Nietzsche, ces notions sont liées. L'individu doit s'en remettre aux vrais éducateurs hertzières et à ceux qui le formeront Bildner. Les concepts de Bildung et d'Erziehung sont différents et complémentaires. L'Erziehung désigne principalement les moyens qui sont utilisés temporairement par autrui pour élever les jeunes afin qu'ils subviennent à leurs besoins et soient autonomes, afin qu'ils acquièrent les savoirs nécessaires à la vie en société. La Bildung développe, tout au long de la vie, la capacité de l'individu à agir et à se définir lui-même au contact de la culture, dans une perspective librement choisie. Cependant, la distinction entre ces deux termes n'apparaît pas aussi nettement dans les écrits du jeune Nietzsche, comme en témoigne la citation mise en exergue de cette étude, qui emploie les deux mots. Pour le penseur, Erziehung et Bildung sont deux aspects d'un seul et même phénomène, celui de l'éducation. L'Erziehung, qui permet l'apprentissage de savoir et de compétences, ainsi que la Bildung, qui encourage la réalisation de la personnalité par la transmission de valeurs et de données culturelles, constituent l'ensemble de l'éducation que doivent recevoir les individus. Aussi ces deux termes allemands sont-ils tous les deux traduits en français, dans les œuvres philosophiques complètes de Nietzsche, par le terme d'éducation. Si cet usage est courant dans le cas de Erziehung, les traducteurs expliquent en revanche leur choix à propos du terme Bildung qui est plus difficile à rendre dans cette langue. Les divers sens du mot allemand Bildung, qui désigne la formation, la culture, la constitution d'une forme ou d'une image, voire le façonnement en général, nous ont incités à choisir le plus souvent pour Bildung, soit culture, soit éducation et culture. Dans les textes de Nietzsche de 1858 à 1876, il n'y a donc pas de différence fondamentale entre les termes de Erziehung et Bildung. Ils représentent tous deux l'éducation. L'étendue de la notion d'éducation et sa diversité soulignent combien est grande son importance pour l'être humain. Elle a donc toujours été au centre des préoccupations des sociétés. Mais à l'époque où Nietzsche est élève, étudiant puis enseignant, la question de l'éducation est tout particulièrement d'actualité. La nouvelle institution d'éducation se met en effet en place au début du XIXe siècle, en Prusse. Les réformes conçues après 1806 permettent à l'État d'étendre par rapport à l'époque de l'Aufklärung ses champs d'intervention et de contrôle de l'éducation. Même s'il n'existe pas encore de ministère de l'éducation, une section pour l'enseignement et la culture est fondée, à partir de 1808, au ministère de l'Intérieur. Elle représente un support institutionnel stable sur lequel peut alors s'appuyer la planification étatique des écoles, des lycées et des universités. De 1809 à 1910, Wilhelm von Humboldt et ses proches collaborateurs, Nicolaus et Suverne, dirigent cette section et lui donnent les moyens nécessaires à la réalisation de l'institution d'éducation. En 1809, Humboldt crée au sein de la section une députation scientifique, dont les membres sont des scientifiques, comme par exemple Schleiermacher. La même année, dans Sur les autorités scolaires municipales, il affirme le primat de l'État sur le pouvoir de l'Église dans la nomination des enseignants et préconise une uniformisation des examens. L'éducation est dès lors organisée selon des principes unitaires, et le recrutement des fonctionnaires s'appuie sur des critères de compétence et non plus sur de simples critères d'origine sociale. Lorsque Nietzsche entre à l'école,
le système éducatif allemand est donc en pleine mutation. La scolarisation obligatoire fait que l'éducation conditionne désormais la vie de toute une génération pendant au moins quelques années. Aussi le XIXe siècle, qui procède de ce fait à une réorganisation de la société grâce à l'enseignement, est-il nommé à juste titre par les historiens de l'éducation allemands, le siècle de l'éducation. C'est dans ce contexte de bouleversement des structures de l'enseignement que s'inscrit la réflexion du jeune Nietzsche sur l'éducation. Il prend donc bien position sur un sujet d'actualité, mais son angle d'approche est nouveau et ses considérations sont inactuelles. En effet, la réflexion de Nietzsche est loin d'être seulement circonstancielle. Elle constitue bien plus un élément essentiel de sa pensée et parcourt son œuvre dans son ensemble. Les écrits qu'il rédige de 1858 à 1876 correspondent à une étape de sa vie, où il se trouve au cœur de l'institution. Le thème étudié, l'éducation, justifie ainsi qu'une attention particulière soit portée aux écrits de jeunesse et de l'époque bâloise du penseur. Dans ses œuvres, la conception nietzschéenne de l'éducation comprend de nombreux aspects dont certains paraissent contradictoires. Pour pouvoir les réunir dans une analyse constructive, cette étude choisit comme fil directeur la devise du poète grec Pindare, souvent citée par Nietzsche, « Deviens celui que tu es ». Tout en respectant les différentes orientations que prend la réflexion du jeune homme, l'injonction du poète sert de guide à travers les méandres de sa pensée, permet d'en comprendre les articulations et d'en suivre le cheminement, la direction fondamentale. Si la pensée nietzschéenne est foisonnante, les différents aspects convergent cependant tous vers un objectif fédérateur. Le but de l'éducation est de permettre à chaque individu, à chaque civilisation de jouer son rôle, conformément à sa nature. Chacun, selon ses potentialités, a une tâche à accomplir pour mener la civilisation vers la culture. Tous les individus, les génies comme les êtres anonymes, doivent être éduqués de la façon qui leur est la plus adaptée. Si les premiers sont voués à se consacrer à la culture, les autres s'épanouiront dans des activités différentes, tout aussi nécessaires à la civilisation. C'est bien l'éducation qui, seule, peut donner aux individus la conscience de leurs capacités et les aider à les développer. Ainsi seulement tous pourront se réaliser, devenir selon la formule de Pindare ce qu'ils sont. Non seulement la citation du poète grec, extraite des Odes Pythiques, apparaît en 1882 dans le Gai Savoir, en 1883 dans Ainsi parlait Zarathustra et sert de sous-titre à Ecce Homo rédigé en 1888, mais elle figure déjà dans un écrit de 1867. Nietzsche, alors étudiant, rédige une étude de Diogène Laërce, dans la version allemande de laquelle il cite en grec « Genois oiosst 16-17, deviens celui que tu es ». Cet article, qui vaut à son auteur un prix de l'université de Leipzig, est publié dans sa version latine, corrigée par le philologue Friedrich Wilhelm Ritschl, dans le Rheinisches Museum en 1868 et 1869. Par la référence à Pindare, Nietzsche prouve que la philologie classique et l'Antiquité jouent un rôle formateur sur les jeunes esprits. De plus, le propos même du texte de Diogène Laërce, dans l'analyse duquel Nietzsche cite la devise de Pindare, permet d'éviter les contresens sur la signification que prend cette citation dans l'œuvre nietzschéenne. L'étude de l'auteur grec, qui privilégie une approche biographique des philosophes grecs, s'inscrit dans le cadre de la réflexion nietzschéenne sur les fortes personnalités et leur rôle déterminant dans l'histoire. Ainsi, le rapport du penseur à la philosophie antique se situe moins dans une approche d'histoire des idées que dans une perspective psychologique s'appuyant sur des cas individuels, les grands hommes. Le sens de la devise de Pindare est alors évident. Il ne s'agit pas de faire l'apologie du laisser-aller, de l'autonomie totale et incontrôlée, mais bien au contraire de se prononcer en faveur d'une éducation stricte ayant pour but de permettre aux individus, et tout particulièrement à ceux dotés d'un grand potentiel, de réaliser au mieux leurs capacités. La conception nietzschéenne apparaît bien ainsi à l'opposé de celle de Rousseau. Alors que ce dernier considère que l'éducation des hommes est semblable à celle des plantes et consiste à leur imposer une direction et une forme précises, Nietzsche affirme, dans ses écrits de 1858 à 1876, qu'elle doit au contraire encourager le développement des individus en leur apportant ce qui est nécessaire à leur réalisation, sans chercher à les transformer. Aussi le jeune professeur envisage-t-il la philologie classique, en théorie et dans la pratique de sa méthode d'enseignement,
comme un moyen d'encourager le renouveau culturel de l'Allemagne. Il convient alors de s'interroger sur l'importance qu'il accorde à l'Antiquité dans cette régénérescence et de définir quel rôle respectif, dans la réalisation de la culture, il attribue à la Grèce et à la Rome antique. Comment, à l'école de l'Antiquité, les Allemands peuvent-ils devenir ceux qu'ils sont ? De l'utilité de la philologie, classique pour l'éducation. Nietzsche et la philologie classique. Un choix inactuel. Le nom même de philologie, dont la signification étymologique est l'amour du logo, du discours textuel ou parlé, apparaît selon Suétone lorsqu'Ératosthène, bibliothécaire d'Alexandrie, se déclare philologo. Au XVIe siècle, Guillaume Budet donne à la philologie son caractère humaniste. Elle est à l'origine des humanités qui désignent, jusqu'au XIXe siècle, l'étude du latin et du grec. Mais c'est surtout Friedrich Auguste Wolff qui définit, en 1777, la philologie comme la science de l'Antiquité, Altertumwissenschaft, dont l'objectif est la connaissance de la culture et de la civilisation gréco-latine dans leur ensemble. Il ne s'agit pas uniquement de l'étude des langues et des textes, mais aussi de la connaissance de la vie, de l'art et de l'esprit antique. Cette conception de l'Antiquité est partagée par Schlegel, Goethe et Humboldt. Ce dernier considère que la nouvelle institution d'éducation allemande néo-humaniste doit se fonder sur ce principe. Ainsi, dans la première moitié du XIXe siècle, lorsque Nietzsche est encore un enfant, la philologie classique développe la méthode d'analyse historique et critique pour reconstruire les textes de l'Antiquité. Cette approche scientifique de la langue, dans une perspective historique, à partir de documents écrits, a pour but d'établir des textes les plus dignes de confiance possible. Pour ce faire, les philologues utilisent toutes les sources auxquelles ils ont accès pour déterminer, au moyen de la comparaison, laquelle des versions conservées est la plus proche de l'original. Ils procèdent à des corrections sur les documents qu'ils possèdent, lorsque cela est nécessaire. L'approche philologique des textes se préoccupe donc des phénomènes d'édition, de datation et de localisation des écrits. Pour parvenir à son but, la philologie s'appuie sur différents champs disciplinaires, la linguistique, la grammaire, la stylistique, mais aussi l'histoire ou encore l'archéologie. Nietzsche, pendant la première moitié de sa vie, investit beaucoup de son énergie dans la philologie et voue à cet idéal scientifique la plus grande partie de son temps. Le lycée néo-humaniste et les enseignements philologiques qu'il y a reçus l'ont profondément influencé et l'ont même détourné définitivement de la théologie à laquelle il était originairement destiné. Fils de pasteur, il sait combien il déçoit alors sa famille. Le choix du jeune homme est une preuve de courage, et c'est avec détermination qu'il s'engage dans la voie tracée par Friedrich Auguste Wolff pour se consacrer à l'étude de la philologie classique. Cependant, ce n'est pas sans une certaine réserve que quelques années plus tard, il décide d'enseigner lui-même cette discipline. Il est conscient de la remise en question progressive de l'enseignement de cette matière dont le prestige s'est amoindri, et il est en proie au doute quant à la pertinence de son choix. La philologie classique, comme Christian Benn l'affirme dans son analyse sur Nietzsche et la philologie historique et critique, est devenue inactuelle. Si Nietzsche prend la décision malgré tout de se consacrer professionnellement à cette discipline, c'est parce qu'il espère grâce à elle pouvoir offrir une vision de l'Antiquité, qui redonnerait à cette dernière toute sa valeur éducatrice. C'est pourquoi, lorsqu'il est professeur dans le secondaire et dans le supérieur à Bâle, il cherche à imposer sa conception d'une philologie nouvelle, intempestive, hautement éducative. Le projet éducatif de Nietzsche, une conception intempestive de la philologie classique. Nietzsche occupe un poste d'extraordinarius, de professeur stagiaire dans un premier temps, puis d'ordinarius, de titulaire à l'université et au pédagogium de Bâle. À l'âge de 24 ans, il est professeur de lettres, de littérature, de grammaire et de civilisation classique et considère la philologie classique comme l'étude de l'Antiquité. Il consacre les premières années de sa vie professionnelle à l'enseignement de la philologie classique, dans un cadre scolaire et universitaire. Cependant, la conception de sa discipline, qu'il exprime dès son entrée en fonction, est inactuelle car elle est, en de nombreux points, très différente de la vision de la philologie classique que prône l'institution. Or la philologie est l'élément central de son projet éducatif, dont l'objectif est de permettre aux individus, en leur offrant pour modèle l'Antiquité et sa vision du monde, de devenir ceux qu'ils sont.
Cette conception de la philologie, qui est au cœur de sa pensée, apparaît très clairement dès son discours inaugural. Ainsi, s'il met bien en pratique la méthode historique et critique des textes lors de ses études et dans les travaux qu'il mène en tant qu'universitaire, il estime que cette méthode n'est pas suffisante. Elle représente le seul moyen d'accès à la culture antique, or sa valeur éducatrice n'est pas assez prise en compte. Le jeune professeur veut transmettre une vision de l'Antiquité différente de celle des philologues de son époque. La conception de Nietzsche est une conception particulière de l'Antiquité devenant modèle culturel et permettant l'affirmation de l'art et de la vie. Un mois après son arrivée à Bâle, le jeune homme tient, le 28 mai 1869, son premier discours intitulé Homère et la philologie classique. C'est pour lui l'occasion de prouver au corps enseignant ce dont il est capable et de revendiquer sa vision de l'Antiquité. Il y parle devant un public nombreux, de la personnalité d'Homère. L'intention de l'orateur est donc, apparemment, de traiter d'une question purement philologique. Cependant, le discours inaugural du jeune homme va bien au-delà de ce que le titre laisse présager. Il s'agit d'une prise de position particulièrement courageuse pour un jeune professeur qui a intégré son poste à l'université sans avoir rédigé de thèse de doctorat. Son discours inaugural est un plaidoyer pour une réforme radicale de l'enseignement de la philologie classique afin que cette discipline puisse servir au mieux sa vision de l'Antiquité. Et cela est d'autant plus osé que la conception de la philologie qu'il souhaite voir mise en pratique diffère de celle de ses collègues. Contre l'image réductrice de l'Antiquité transmise par la philologie classique. Dans son discours inaugural, Nietzsche condamne donc l'approche purement scientifique de la philologie classique qui prévaut à son époque, car telle qu'elle est enseignée, cette discipline ne peut parvenir à véhiculer l'esprit antique. Dans un premier temps, le jeune professeur qui veut exprimer ses critiques tout en ménageant ses collègues. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.